Après un repos, on est remonté à cheval quelques semaines plus tard, et on est reparti vers le nord. Le froid lui aussi vint avec nous. Le canon ne nous quittait plus. Cependant, on ne se rencontrait guère avec les Allemands que par hasard, tantôt un hussard ou un groupe de tirailleurs par-ci, par-là, en jaune et vert, des jolies couleurs. On semblait les chercher, mais on s'en allait plus loin dès qu'on les apercevait. À chaque rencontre, 2 ou 3 cavaliers restaient, tantôt à eux, tantôt à nous, et leurs chevaux libérés, étriers fous et clinquants, galopaient avides et dévalaient vers nous de très loin avec leurs selles à troussequins bizarres et leurs cuirs frais comme ceux des portefeuilles du jour de l'an. C'est nos chevaux qu'ils venaient rejoindre, amis tout de suite, bien de la chance, c'est pas nous qu'on aurait pu en faire autant. Un matin, en rentrant de reconnaissance, le lieutenant de Saint-Engeance invitait les autres officiers à constater qu'il ne leur racontait pas des blagues. « J'en ai sabré 2, assurait-il à la ronde, et montrait en même temps son sabre où, c'était vrai, le sang caillé comblait la petite rainure, faite exprès pour ça. Il a été épatant, bravo Saint-Engeance. Si vous l'aviez vu, messieurs, quel assaut !» l'appuyait le capitaine Ortolan. C'était dans l'escadron d'Ortolan que ça venait de se passer. Je n'ai rien perdu de l'affaire, je n'en étais pas loin. Un coup de pointe au cou en avant et à droite. Toc! Le premier tombe. Une autre pointe en pleine poitrine. À gauche, traversée. Une véritable parade de concours, messieurs. Encore bravo, Saint-Engeance. 2 lanciers, à 1 kilomètre d'ici. Les 2 gaillards y sont encore, en plein labour. La guerre est finie pour eux, hein, Saint-Engeance. Quel coup double. Ils ont dû se vider comme des lapins. Le lieutenant de Saint-Engeance, dont le cheval avait longuement galopé, accueillait les hommages et compliments des camarades avec modestie. À présent qu'Ortolan s'était porté garant de l'exploit, il était rassuré, il prenait du large, il ramenait sa jument au cercle en la faisant tourner lentement en cercle autour de l'escadron rassemblé, comme s'il se fût agi des suites d'une épreuve de haie. Nous devrions envoyer là-bas tout de suite une autre reconnaissance, et du même côté, tout de suite, s'affairait le capitaine Ortolan, décidément excité. Ces 2 bougres ont dû venir se perdre par ici, mais il doit y en avoir encore d'autres derrière. Tenez, vous, brigadier Bardamu, allez-y donc avec vos 4 hommes. C'est à moi qu'il s'adressait, le capitaine. Et quand ils vous tireront dessus, eh bien tâchez de les repérer et venez me dire tout de suite où ils sont. Ce doit être des brandebourgeois. Ceux de l'active racontaient qu'au quartier, en temps de paix, il n'apparaissait presque jamais le capitaine Ortolan. Par contre, à présent, à la guerre, il se rattrapait ferme. En vérité, il était infatigable. Son entrain, même parmi tant d'autres hurluberlus, devenait de jour en jour plus remarquable. Il prisait de la cocaïne qu'on racontait aussi, pâle et cerné, toujours agité sur ses membres fragiles. Dès qu'il mettait pied à terre, il chancelait d'abord et puis il se reprenait et arpentait rageusement les sillons en quête d'une entreprise de bravoure. Il nous aurait envoyé prendre du feu à la bouche des canons d'en face. Il collaborait avec la mort. On aurait pu jurer qu'elle avait un contrat avec le capitaine Ortolan. La première partie de sa vie, je me renseignais, s'était passée dans les concours hippiques à s'y casser les côtes, quelquefois lents. Ses jambes, à force de les briser aussi et de ne plus les faire servir à la marche, en avaient perdu leurs mollets. Il n'avançait plus Ortolan qu'à pas nerveux et pointu comme sur des triques. Au sol, dans la houppelande démesurée, voûtée sous la pluie, on l'aurait pris pour le fantôme arrière d'un cheval de course. Notons qu'au début de la monstrueuse entreprise, c'est-à-dire au mois d'août, jusqu'en septembre même, certaines heures, des journées entières quelquefois, des bouts de route, des coins de bois demeuraient favorables aux condamnés. On pouvait s'y laisser approcher par l'illusion d'être à peu près tranquille et croûter par exemple une boîte de conserve avec son pain jusqu'au bout, sans être trop lanciné par le pressentiment que ce serait la dernière. Mais à partir d'octobre, ce fut bien fini, ces petites accalmies. La grêle devint de plus en plus épaisse, plus dense, mieux truffée, farcie d'obus et de balles. Bientôt on serait en plein orage, et ce qu'on cherchait à ne pas voir serait alors en plein devant soi, et on ne pourrait plus voir qu'elle, sa propre mort. La nuit, dont on avait eu si peur dans les premiers temps, en devenait par comparaison assez douce. Nous finissions par l'attendre, la désirer la nuit. On nous tirait dessus moins facilement la nuit que le jour, et il n'y avait plus que cette différence qui comptait.
C'est difficile d'arriver à l'essentiel, même en ce qui concerne la guerre. La fantaisie résiste longtemps. Les chats trop menacés par le feu finissent tout de même par aller se jeter dans l'eau. On dénichait dans la nuit, çà et là, des quarts d'heure qui ressemblaient assez à l'adorable temps de paix, à ces temps devenus incroyables, où tout était bénin, où rien au fond ne tirait à conséquence, où s'accomplissaient tant d'autres choses, toutes devenues extraordinairement, merveilleusement agréables, un velours vivant ce temps de paix. Mais bientôt les nuits, elles aussi, à leur tour, furent traquées sans merci. Il fallut presque toujours la nuit faire encore travailler sa fatigue, souffrir un petit supplément, rien que pour manger, pour trouver le petit rabiot de sommeil, dans le noir. Elle arrivait aux lignes d'avant-garde, la nourriture, honteusement rampante et lourde, en long cortège boiteux de carrioles précaires, gonflées de viande, de prisonniers, de blessés, d'avoine, de riz et de gendarmes et de pinards aussi, en bonbonne le pinard, qui rappelle si bien la gaudriole cahotante et pansue. À pied, les traînards derrière la forge et le pain et des prisonniers à nous, des leurs aussi, en menottes, condamnés à ceci, à cela, mêlés, attachés par les poignets à l'étrier des gendarmes, certains à fusiller de main, pas plus tristes que les autres. Ils mangeaient aussi cela, leur ration de ce ton si difficile à digérer, ils n'en auraient pas le temps, en attendant que le convoi reparte sur le rebord de la route. Et le même dernier pain avec un civil enchaîné à eux qu'on disait être un espion et qui n'en savait rien, nous non plus. La torture du régiment continuait alors sous la forme nocturne, à tâtons dans les ruelles bossues du village sans lumière et sans visage, à plier sous des sacs plus lourds que des hommes, d'une grange inconnue vers l'autre, engueulés, menacés, de l'une à l'autre, hagards, sans l'espoir décidément de finir autrement que dans la menace, le purin et le dégoût d'avoir été torturés, dupés jusqu'au sang par une horde de fous vicieux devenus incapables soudain d'autre chose, autant qu'ils étaient, que de tuer et d'être étripés sans savoir pourquoi. Vautrés à terre entre deux fumiers, à coups de gueule, à coups de bottes, on se trouvait bientôt relevé par la gradaille et relancé encore un coup vers d'autres chargements du convoi, encore. Le village ensuinté de nourriture et d'escouade dans la nuit, bouffi de graisse, de pommes d'avoine, de sucre, qu'il fallait coltiner, bazarder en route, au hasard des escouades. Il amenait de tout le convoi, sauf la fuite. Las, la corvée s'abattait autour de la carriole et survenait le fourrier alors, avec son fanal au-dessus de ses larves. Ce singe à deux mentons qui devait dans n'importe quel chaos découvrir des abreuvoirs aux chevaux de bois. Moi j'en ai vu, moi, 4 des hommes, derrière compris, roupillés dedans la pleine eau, évanouis de sommeil jusqu'au cou. Après l'abreuvoir, il fallait encore la retrouver, la ferme, et la ruelle par où on était venu, et où on croyait bien l'avoir laissé l'escouade. Si on ne retrouvait rien, on était quitte pour s'écrouler une fois de plus le long d'un mur, pendant une seule heure, s'il en restait encore une à roupiller. Dans ce métier d'être tué, faut pas être difficile, faut faire comme si la vie continuait, c'est ça le plus dur, ce mensonge. Et il repartait vers l'arrière, les fourgons, fuyant l'aube. Le convoi reprenait sa route en crissant de toutes ses roues tordues. Il s'en allait avec mon vœu qu'il serait surpris, mis en pièces, brûlé enfin au cours de cette journée même, comme on voit dans les gravures militaires, piller le convoi à jamais, avec tout son équipage de gorilles gendarmes, de fers à chevaux et de rengagés à lanterne, et tout ce qu'il contenait de corvées, de lentilles encore, et d'autres farines qu'on ne pouvait jamais faire cuire, et qu'on ne le reverrait plus jamais, car crever pour crever de fatigue ou d'autre chose, la plus douloureuse façon est encore d'y parvenir en coltinant des sacs pour remplir la nuit avec. Le jour où on les aurait ainsi bousillés jusqu'aux essieux, ces salauds-là, au moins nous foutraient-ils la paix, pensais-je, et même si ça ne serait rien que pendant une nuit tout entière, on pourrait dormir au moins une fois tout entier, corps et âme. Ce ravitaillement, un cauchemar en surcroît, petit monstre tacassier sur le gros de la guerre, brute devant, à côté et derrière, ils en avaient mis partout, condamnés à mort différée, on ne sortait plus de l'envie de roupiller énorme, et tout devenait souffrance en plus d'elle, le temps et l'effort de bouffer.
Un bout de ruisseau, un pan de mur par là qu'on croyait avoir reconnu. On cédait des odeurs pour retrouver la ferme de l'Escouade, redevenue chien dans la nuit de guerre des villages abandonnés. Ce qui guide encore le mieux, c'est l'odeur de la merde. Le juteux du ravitaillement, gardien des haines du régiment, pour l'instant le maître du monde. Celui qui parle de l'avenir est un coquin, c'est l'actuel qui compte. Invoquer sa postérité, c'est faire un discours aux asticots. Dans la nuit du village de guerre, l'adjudant gardait les animaux humains pour les grands abattoirs qui venaient d'ouvrir. Il est le roi, l'adjudant, le roi de la mort, adjudant Crétel, parfaitement, on ne fait pas plus puissant. Il n'y a d'aussi puissant que lui qu'un adjudant des autres, en face. Rien ne restait du village, de vivant, que des chats effrayés. Les mobiliers bien cassés d'abord passaient à faire du feu pour la cuistance, chaises, fauteuils, buffets, du plus léger au plus lourd. Et tout ce qui pouvait se mettre sur le dos, ils l'emmenaient avec eux, mes camarades. Des peignes, des petites lampes, des tasses, des petites choses futiles et même des couronnes de mariée, tout y passait. Comme si on avait encore eu à vivre pour des années. Ils volaient pour se distraire, pour avoir l'air d'en avoir encore pour longtemps, des envies de toujours. Le canon pour eux, c'était rien que du bruit. C'est à cause de ça que les guerres peuvent durer. Même ceux qui la font, en train de la faire, ne l'imaginent pas. La balle dans le ventre, ils auraient continué à ramasser de vieilles sandales sur la route qui pouvaient encore servir. Ainsi le mouton sur le flanc, dans le pré, agonise et broute encore. La plupart des gens ne meurent qu'au dernier moment. D'autres commencent et s'y prennent 20 ans d'avance et parfois davantage. Ce sont les malheureux de la terre. Je n'étais point très sage pour ma part, mais devenu assez pratique cependant pour être lâche, définitivement. Sans doute donnais-je à cause de cette résolution l'impression d'un grand calme. Toujours est-il que j'inspirais, tel que j'étais, une paradoxale confiance à notre capitaine, Ortolan lui-même, qui résolut pour cette nuit-là de me confier une mission délicate. Il s'agissait, m'expliqua-t-il en confidence, de me rendre au trot avant le jour à Noirceur-sur-la-Lys, ville de Tisserand, située à 14 kilomètres du village où nous étions campés. Je devais m'assurer dans la place même de la présence de l'ennemi. À ce sujet, depuis le matin, les envoyés n'arrivaient qu'à se contredire. Le général des entrailles en était impatient. À l'occasion de cette reconnaissance, on me permit de choisir un cheval parmi les moins purulents du peloton. Depuis longtemps, je n'avais pas été seul. Il me sembla du coup partir en voyage. Mais la délivrance était fictive. Dès que j'eus pris la route, à cause de la fatigue, je parvins mal à m'imaginer, quoique je fis mon propre meurtre avec assez de précision et de détail. J'avançai d'arbre en arbre dans mon bruit de ferraille. Mon beau sabre à lui seul pour le potin valait un piano. Peut-être étais-je à plaindre, mais en tout cas sûrement j'étais grotesque. À quoi pensait donc le général des entrailles en m'expédiant ainsi dans ce silence, tout vêtu de cymbales? Pas à moi, bien assurément. Les Aztèques éventraient couramment qu'on raconte, dans leur temple du soleil, 80 000 croyants par semaine, les offrant ainsi au dieu des nuages, afin qu'il leur envoie la pluie. C'est des choses qu'on a du mal à croire avant d'aller en guerre, mais on y est, tout s'explique, et les Aztèques et leur mépris du corps d'autrui, c'est le même que devait avoir pour mes humbles tripes notre général Céladon des entrailles, plus haut nommé, devenu par l'effet des avancements une sorte de dieu précis, lui aussi, une sorte de petit soleil atrocement exigeant. Il ne me restait qu'un tout petit peu d'espoir, celui d'être fait prisonnier. Il était mince cet espoir, un fil dans la nuit, car les circonstances ne se prêtaient pas du tout aux politesses préliminaires. Un coup de fusil vous arrive plus vite qu'un coup de chapeau dans ces moments-là. D'ailleurs, que trouverais-je à lui dire à ce militaire hostile par principe et venu expressément pour m'assassiner de l'autre bout de l'Europe? S'il hésitait une seconde, qui me suffirait? Que lui dirais-je? Que serait-il d'abord en réalité? Quelque employé de magasin, un rengagé professionnel, un fossoyeur peut-être, dans le civil, un cuisinier? Les chevaux ont bien de la chance, eux, car s'ils subissent aussi la guerre comme nous, on ne leur demande pas d'y souscrire, d'avoir l'air d'y croire. Malheureux mais libres chevaux, l'enthousiasme, hélas, c'est rien que pour nous, ce putain!
Je discernais très bien la route à ce moment, et puis, posés sur les côtés, sur le limon du sol, les grands carrés et volumes des maisons, aux murs blanchis de lune, comme de gros morceaux de glace inégaux, tout silence, en blocs pâles, serait-ce ici la fin de tout? Combien y passerais-je de temps dans cette solitude après qu'il m'aurait fait mon affaire, avant d'en finir? Et dans quel fossé, le long duquel de ces murs, il m'achèverait peut-être, d'un coup de couteau? Ils arrachaient parfois les mains, les yeux et le reste. On racontait bien des choses à ce propos et des pas drôles. Qui sait? Un pas du cheval, encore un autre, suffirait? Ces bêtes trottent chacune comme deux hommes en souliers de fer collés ensemble, avec un drôle de pas de gymnastique tout désuni. Mon cœur au chaud, ce lapin, derrière ces petites grilles des côtes, agité, blotti, stupide. Quand on se jette d'un trait du haut de la tour Eiffel, on doit sentir des choses comme ça, on voudrait se rattraper dans l'espace. Il garda pour moi secrète sa menace, ce village, mais toutefois pas entièrement. Au centre d'une place, un minuscule jet d'eau glougloutait pour moi tout seul. J'avais tout pour moi tout seul ce soir-là. J'étais propriétaire enfin de la lune du village, d'une peur énorme. J'allais me remettre trop. Noirceur sur la lisse, ça devait être encore à 1 heure de route au moins, quand j'aperçus une lueur bien voilée au-dessus d'une porte. Je me dirigeai tout droit vers cette lueur, et c'est ainsi que je me suis découvert une sorte d'audace, déserteuse il est vrai, mais insoupçonnée. La lueur disparut vite, mais je l'avais bien vue. Je cognais, j'insistais, je cognais encore, j'interpellais très haut, mi en allemand, mi en français, tour à tour, pour tous les cas, ces inconnus bouclés au fond de cette ombre. La porte finit par s'entr'ouvrir, un battant. « Qui êtes-vous » fit une voix. J'étais sauvé. « Je suis un dragon. »« Un Français ?» La femme qui parlait, je pouvais l'apercevoir. « Oui, un Français. » « C'est qu'il en est passé ici tantôt des dragons allemands. Ils parlaient français aussi, ceux-là. »« Oui, mais moi je suis français pour de bon. »« Ah ?» Elle avait l'air d'en douter. « Où sont-ils à présent ?» demandai-je. « Ils sont repartis vers Noirceur sur les 8 heures. » Et elle me montrait le nord avec le doigt. Une jeune fille, un châle, un tablier blanc, sortait aussi de l'ombre à présent jusqu'au pas de la porte. « Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?» Que je lui ai demandé. « Les Allemands ?» Ils ont brûlé une maison près de la mairie. Et puis ils ont tué mon petit frère avec un coup de lance dans le ventre, comme il jouait sur le pont rouge en les regardant passer. Tenez, qu'elle me montra. Il est là. Elle ne pleurait pas. Elle ralluma cette bougie dont j'avais surpris la lueur, et j'aperçus, c'était vrai, au fond, le petit cadavre couché sur un matelas, habillé en costume marin, et le cou et la tête livides autant que la lueur même de la bougie dépassée d'un grand col carré bleu. Il était recroquevillé sur lui-même, bras et jambes et dos recourbés, l'enfant. Le coup de lance lui avait fait comme un axe pour la mort par le milieu du ventre. Sa mère, elle, pleurait fort, à côté, à genoux, le père aussi. Et puis ils se mirent à gémir encore tous ensemble. Mais j'avais bien soif. « Vous n'avez pas une bouteille de vin à me vendre ?» que je demandai. « Faut vous adresser à la mère. Elle sait peut-être s'il y en a encore. Les Allemands nous en ont pris beaucoup tantôt. » Et alors elles se mirent à discuter ensemble à la suite de ma demande et tout bas. « Il y en a plus, » qu'elle revint m'annoncer la fille. « Les Allemands ont tout pris. Pourtant on leur en avait donné de nous-mêmes et beaucoup. »« Ah oui, alors qu'ils en ont bu !» que remarqua la mère qui s'était arrêtée de pleurer du coup. « Ils aiment ça. Et plus de 100 bouteilles sûrement. » ajouta le père, toujours à genoux, lui. « Il y en a plus une seule, alors ?» insistai-je, espérant encore, tellement j'avais grand soif, et surtout de vin blanc, bien amer, celui qui réveille un peu. « Je veux bien payer. »« Il y en a plus que du très bon, il vaut 5 francs la bouteille. » consentit alors la mère. « C'est bien. » Et j'ai sorti mes 5 francs de ma poche, une grosse pièce. « Va en chercher une, » lui commanda-t-elle tout doucement à la sœur. La sœur prit la bougie et remonta 1 litre de la cachette un instant plus tard. J'étais servi. Je n'avais plus qu'à m'en aller. « Ils vont en revenir ?» demandai-je, inquiet à nouveau. « Peut-être, » firent-ils ensemble. « Mais alors ils brûleront tout. Ils l'ont promis en partant. Je vais aller voir ça. »« Vous êtes bien brave. C'est par là, » que m'indiquait le père dans la direction de Noirceur sur la Lys.
Même il sortit sur la chaussée pour me regarder m'en aller. La fille et la mère demeurèrent craintives auprès du petit cadavre, en veillée. « Reviens !» qu'elle lui faisait de l'intérieur. « Rentre donc, Joseph. T'as rien à faire sur la route, toi. »« Vous êtes bien brave, » me dit-il encore le père, et il me serra la main. Je repris au trot la route du nord. « Leur dites pas que nous sommes encore là, au moins !» La fille était ressortie pour me crier cela. « Ils le verront bien demain, » répondis-je. « Si vous êtes là !» J'étais pas content d'avoir donné mes 100 sous. Il y avait ces 100 sous entre nous. Ça suffit pour haïr 100 sous et désirer qu'ils en crèvent tous. Pas d'amour à perdre dans ce monde, tant qu'il y aura 100 sous. « Demain ?» répétaient-ils, eux, douteux. Demain, pour eux aussi, c'était loin. Ça n'avait pas beaucoup de sens, un demain comme ça. Il s'agissait de vivre une heure de plus au fond pour nous tous. Et une seule heure dans un monde où tout s'est rétréci au meurtre, c'est déjà un phénomène. Ce ne fut plus bien long, je trottais d'arbre en arbre et m'attendais à être interpellé ou fusillé d'un moment à l'autre. Et puis rien. Il devait être sur les 2 heures après minuit, guère plus, quand je parvins sur le faîte d'une petite colline, au pas. De là, j'ai aperçu tout d'un coup en contrebas des rangées et encore des rangées de becs de gaz allumés, et puis, au premier plan, une gare tout éclairée avec ses wagons, son buffet, d'où ne montait cependant aucun bruit, rien. Des rues, des avenues, des réverbères, et encore d'autres parallèles de lumière, des quartiers entiers, et puis le reste autour, plus que du noir, du vide, avide autour de la ville, tout étendu, elle, étalée devant moi, comme si on l'avait perdu la ville, tout allumé et répandu au beau milieu de la nuit. J'ai mis pied à terre et je me suis assis sur un petit tertre pour regarder ça pendant un bon moment. Cela ne m'apprenait toujours pas si les Allemands étaient entrés dans Noirceur, mais comme je savais que dans ces cas-là, ils mettaient le feu d'habitude, s'ils étaient entrés et s'ils n'y mettaient point le feu tout de suite à la ville, c'est sans doute qu'ils avaient des idées et des projets pas ordinaires. Pas de canon non plus, c'était louche. Mon cheval voulait se coucher lui aussi, il tirait sur sa bride et cela me fit retourner. Quand je regardais à nouveau du côté de la ville, quelque chose avait changé dans l'aspect du tertre devant moi. Pas grand-chose, bien sûr, mais tout de même assez pour que j'appelle. « Hé là! Qui va là ?» Ce changement dans la disposition de l'ombre avait eu lieu à quelques pas. Ce devait être quelqu'un. « Gueule pas si fort !» que répondit une voix d'homme lourde et enrouée, une voix qui avait l'air bien française. « T'es à la traîne aussi, toi ?» qu'il me demande de même. À présent, je pouvais le voir. Un fantassin, c'était, avec sa visière bien cassée à la classe. Après des années et des années, je me souviens bien encore de ce moment-là. Sa silhouette sortant des herbes, comme faisaient des ciblotiers autrefois dans les fêtes, les soldats. Nous nous rapprochions. J'avais mon revolver à la main. Je retirais sans savoir pourquoi un peu plus. « Écoute !» qu'il me demande. « Tu les as vus, toi ?»« Non, mais je viens par ici pour les voir. »« T'es du 145e dragon ?»« Oui, et toi ?»« Moi, je suis un réserviste. »« Ah !» que je fis. Ça m'étonnait, un réserviste. Il était le premier réserviste que je rencontrais dans la guerre. On avait toujours été avec des hommes de l'active, nous. Je ne voyais pas sa figure, mais sa voix était déjà autre que les nôtres, comme plus triste, donc plus valable que les nôtres. À cause de cela, je ne pouvais m'empêcher d'avoir un peu confiance en lui. C'était un petit quelque chose. « J'en ai assez, moi », qu'il répétait. « Je vais aller me faire paumer par les Boches. » Il cachait rien. « Comment que tu vas faire ?» Ça m'intéressait soudain plus que tout son projet, comment qu'il allait s'y prendre, lui, pour réussir à se faire paumer. Je sais pas encore. Comment que t'as fait toujours pour te débiner? C'est pas facile de se faire paumer. Je m'en fous, j'irai me donner. T'as donc peur? J'ai peur et puis je trouve ça con, si tu veux mon avis. Je m'en fous des Allemands, moi. Ils m'ont rien fait. Tais-toi, que je lui ai dit. Ils sont peut-être à nous écouter. J'avais comme envie d'être poli avec les Allemands. J'aurais bien voulu qu'il m'explique celui-là pendant qu'il y était, ce réserviste, pourquoi j'avais pas de courage non plus, moi, pour faire la guerre comme tous les autres. Mais il n'expliquait rien, il répétait seulement qu'il en avait marre. Il me raconta alors la débandade de son régiment, la veille au petit jour à cause des chasseurs à pied de chez nous qui par erreur avaient ouvert le feu sur sa compagnie à travers champs. On les avait pas attendus à ce moment-là, ils étaient arrivés trop tôt de 3 heures sur l'heure prévue. Alors les chasseurs fatigués, surpris, les avaient criblés. Je connaissais l'air, on me l'avait joué.
Moi tu parles si j'en ai profité, qu'il ajoutait. Robinson que je me suis dit. C'est mon nom, Robinson. Robinson Léon. C'est maintenant ou jamais qu'il faut que tu les mettes, que je me suis dit. Pas vrai? J'ai donc pris le long d'un petit bois et puis là, figure-toi, que j'ai rencontré notre capitaine. Il était appuyé à un arbre, bien amoché le piston, en train de crever qu'il était. Il se tenait la culotte à 2 mains à cracher, il saignait de partout en roulant des yeux. Il y avait personne avec lui, il avait son compte. Maman, maman, qu'il pleurnichait tout en crevant et en pissant du sang aussi. Fini ça, que je lui dis. Maman, elle t'emmerde. Comme ça, dis donc, en passant, sur le coin de la gueule. Tu parles si ça a dû le faire jouir, la vache, hein, vieux? C'est pas souvent, hein, qu'on peut lui dire ce qu'on pense au capitaine. Faut en profiter, c'est rare. Et pour foutre le camp plus vite, j'ai laissé tomber le barda et puis les armes aussi, dans une mare à canards qui était là, à côté. Figure-toi que moi, comme tu me vois, j'ai envie de tuer personne, j'ai pas appris. J'aimais déjà pas les histoires de bagarre déjà en temps de paix, je m'en allais. Alors tu te rends compte, dans le civil, j'ai essayé d'aller en usine régulièrement. J'étais même un peu graveur, mais j'aimais pas ça, à cause des disputes. J'aimais mieux vendre les journaux du soir et dans un quartier tranquille où j'étais connu, autour de la Banque de France, place des Victoires si tu veux savoir, rue des Petits Champs. C'était mon lot. Je dépassais jamais la rue du Louvre et le Palais Royal d'un côté, tu vois d'ici. Je faisais le matin des commissions pour les commerçants, une livraison l'après-midi de temps en temps, je bricolais quoi, un peu manœuvre. Mais je veux pas d'armes moi. Si les Allemands te voient avec des armes, hein, t'es bon. Tandis que quand t'es en fantaisie, comme moi maintenant, rien dans les mains, rien dans les poches, ils sentent qu'ils auront moins de mal à te faire prisonnier, tu comprends? Ils savent à qui ils ont affaire. Si on pouvait arriver à poil aux Allemands, c'est ça qui vaudrait encore mieux. Comme un cheval. Alors ils pourraient pas savoir de quelle armée qu'on est. C'est vrai ça. Je me rendais compte que l'âge c'est quelque chose pour les idées, ça rend pratique. C'est là qu'ils sont, hein. Nous fixions et nous estimions ensemble nos chances, et cherchions notre avenir comme aux cartes dans le grand plan lumineux que nous offrait la ville en silence. On y va? Il s'agissait de passer la ligne du chemin de fer d'abord. S'il y avait des sentinelles, on serait visé. Peut-être pas. Fallait voir. Passer au-dessus ou en dessous par le tunnel. Faut nous dépêcher, qu'a ajouté ce Robinson. C'est la nuit qu'il faut faire ça. Le jour, il y a plus d'amis, tout le monde travaille pour la galerie. Le jour, tu vois, même à la guerre, c'est la foire. Tu prends ton canard avec toi? J'emmenais le canard. Prudence pour filer plus vite si on était mal accueillis. Nous parvînmes au passage à niveau, lever ses grands bras rouges et blancs. J'en avais jamais vu non plus des barrières de cette forme-là. Il y en avait pas des comme ça aux environs de Paris. Tu crois qu'ils sont déjà entrés dans la ville, toi? C'est sûr, qu'il a dit. Avance toujours. On était à présent forcés d'être aussi braves que des braves, à cause du cheval qui avançait tranquillement derrière nous, comme s'il nous poussait avec son bruit, on n'entendait que lui, toc et toc avec ses fers, il cognait en plein dans l'écho, comme si de rien n'était. Ce Robinson comptait donc sur la nuit pour nous sortir de là. On allait au pas tous les deux au milieu de la rue vide, sans ruse du tout, au pas cadencé encore, comme à l'exercice. Il avait raison, Robinson, le jour était impitoyable, de la terre au ciel, tel que nous allions sur la chaussée, on devait avoir l'air bien inoffensif tous les deux toujours, bien naïf même, comme si l'on rentrait de permission. T'as entendu dire que le premier hussard a été fait prisonnier tout entier, dans l'île? Ils sont entrés comme ça, qu'on a dit. Ils savaient pas, hein. Le colonel devant, dans une rue principale, mon ami. Ça s'est refermé, par devant, par derrière, des Allemands partout, aux fenêtres, partout, ça y était. Comme des rats qu'ils étaient faits, comme des rats. Tu parles d'un filon. Ah, les vaches! Ah, dis donc, ah, dis donc! On n'en revenait pas, nous autres, de cette admirable capture si nette, si définitive. On en bavait. Les boutiques portaient toutes leurs volets clos, les pavillons d'habitation aussi, avec leurs petits jardins par devant, tout ça bien propre. Mais après la poste, on a vu que l'un de ces pavillons, un peu plus blanc que les autres, brillait de toutes ses lumières à toutes les fenêtres, au premier comme à l'entresol. On a été sonné à la porte. Notre cheval toujours derrière nous. Un homme épais et barbu nous ouvrit. « Je suis le maire de Noirceur », qu'il a annoncé tout de suite sans qu'on lui demande. « Et j'attends les Allemands. »
Et il est sorti au clair de lune pour nous reconnaître, le maire. Quand il s'aperçut que nous n'étions pas des Allemands, nous, mais encore bien des Français, il ne fut plus si solennel, cordial seulement. Et puis gêné aussi. Évidemment, il ne nous attendait plus. Nous venions un peu en travers des dispositions qu'il avait dû prendre, des résolutions arrêtées. Les Allemands devaient entrer à Noirceur cette nuit-là. Il était prévenu, et il avait tout réglé avec la préfecture, leur colonel ici, leur ambulance là-bas, etc. Et s'ils entraient à présent, nous étant là, ça ferait sûrement des histoires, ça créerait sûrement des complications. Cela, il ne nous le dit pas nettement, mais on voyait bien qu'il y pensait. Alors il se mit à nous parler de l'intérêt général, dans la nuit, là, dans le silence où nous étions perdus, rien que de l'intérêt général, des biens matériels de la communauté, du patrimoine artistique de Noirceur, confié à sa charge, charge sacrée s'il en était une, de l'église du XVe siècle notamment, s'ils allaient la brûler, l'église du XVe, comme celle de Condé-sur-Isère à côté, hein, par simple mauvaise humeur, par dépit de nous trouver là, nous, il nous fit ressentir toute la responsabilité que nous encourions, inconscients jeunes soldats que nous étions. Les Allemands n'aimaient pas les villes louches où rôdaient encore des militaires ennemis, c'était bien connu. Pendant qu'il nous parlait ainsi à mi-voix, sa femme et ses 2 filles, grosses et appétissantes blondes, l'approuvaient fort de ci, de là, d'un mot. On nous rejetait, en somme. Entre nous flottaient les valeurs sentimentales et archéologiques, soudain fort vives, puisqu'il n'y avait plus personne à Noirceur dans la nuit pour les contester, patriotiques, morales, poussés par des mots, fantômes qu'il essayait de rattraper, le maire, mais qui s'estompaient aussitôt vaincus par notre peur et notre égoïsme à nous, et aussi par la vérité pure et simple. Il s'épuisait en de touchants efforts, le maire de Noirceur, ardent à nous persuader que notre devoir était bien de foutre le camp tout de suite, à tous les diables, moins brutal certes, mais tout aussi décidé dans son genre que notre commandant Pinson. De certains, il n'y avait à opposer décidément à tous ces puissants que notre petit désir à nous deux de ne pas mourir et de ne pas brûler. C'était peu, surtout que ces choses-là ne peuvent pas se déclarer pendant la guerre. Nous retournâmes donc vers d'autres rues vides. Décidément, tous les gens que j'avais rencontrés pendant cette nuit-là m'avaient montré leur âme. « C'est bien ma chance !» qu'il remarqua Robinson comme on s'en allait. « Tu vois ?» Si seulement t'avais été un Allemand, toi, comme t'es un bon gars aussi, tu m'aurais fait prisonnier, ça aurait été une bonne chose de faite. On a du mal à se débarrasser de soi-même en guerre. Et toi, que je lui ai dit, si t'avais été un Allemand, tu m'aurais pas fait prisonnier aussi? T'aurais peut-être alors eu leur médaille militaire. Elle doit s'appeler d'un drôle de nom en allemand, leur médaille militaire, hein? Comme il ne se trouvait toujours personne sur notre chemin à vouloir de nous comme prisonniers, nous finîmes par aller nous asseoir sur un banc dans un petit square, et on a mangé alors la boîte de thon que Robinson Léon promenait et réchauffait dans sa poche depuis le matin. Très au loin, on entendait du canon à présent, mais vraiment très loin. S'ils avaient pu rester chacun de leur côté, les ennemis, et nous laisser là, tranquilles. Après ça, c'est un quai qu'on a suivi, et le long des péniches à moitié déchargées, dans l'eau allongée, on a uriné. On emmenait toujours le cheval à la bride, derrière nous comme un très gros chien, mais près du pont, dans la maison du pasteur, à une seule pièce, sur un matelas aussi, était étendu encore un mort tout seul, un Français, commandant de chasseurs à cheval qui ressemblait d'ailleurs un peu à ce Robinson, comme tête. « Tu parles qu'il est vilain !» que me fit remarquer Robinson. « Moi, j'aime pas les morts. » Le plus curieux, que je lui répondis, c'est qu'il te ressemble un peu. Il a un long nez comme le tien, et toi t'es pas beaucoup moins jeune que lui. Ce que tu vois, c'est par la fatigue. Forcément qu'on se ressemble un peu tous, mais si tu m'avais vu avant, quand je faisais de la bicyclette tous les dimanches, j'étais beau gosse. J'avais des mollets, mon vieux, du sport, tu sais, et ça développe les cuisses aussi. On est ressorti. L'allumette qu'on avait prise pour le regarder s'était éteinte. Tu vois, c'est trop tard, tu vois. Une longue raie grise et verte soulignait déjà au loin la crête du coteau, à la limite de la ville dans la nuit. Le jour, un de plus, un de moins. Il faudrait essayer de passer à travers celui-là encore comme à travers les autres, devenus des espèces de cerceaux de plus en plus étroits, les jours, et tout remplis avec des trajectoires et des éclats de mitraille. « Tu reviendras pas par ici, toi, dis, la nuit prochaine ?» qu'il demanda en me quittant. « Il n'y a pas de nuit prochaine, mon vieux. Tu te prends donc pour un général ? Je pense plus à rien, moi. » Qu'il a fait pour finir. «
À rien, t'entends? Je pense qu'à pas crever, ça suffit. Je me dis qu'un jour de gagner, c'est toujours un jour de plus. T'as raison. Au revoir, vieux. Et bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Peut-être qu'on se reverra. On est retourné chacun dans la guerre. Et puis, il s'est passé des choses et encore des choses qu'il n'est pas facile de raconter à présent, à cause que ceux d'aujourd'hui ne les comprendraient déjà plus.